Je suis heureux de vous présenter les experts, les expertes et les experts automoto en studio monté à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martinique qui diffuse le programme RMC Antilles. Vous êtes avec la bande AJM comme tous les vendredis soirs. On peut s'applaudir si vous êtes d'accord. Hein. Allez, on s'applaudit. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Crozatier Meubles et Décorations, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine et merci à l'hôtel Batelière, notre hôte qui nous reçoit ce soir. Nous avons donc justement ce soir une pensée émue pour notre chroniqueuse, notre petite bretonne Vanny Lemouliec, victime d'un grave accident de la route le week-end du 1er mai. Et oui, ça nous arrive à nous alors qu'on parle de sécurité routière toute l'année. Elle démarre depuis son lit d'hôpital une longue convalescence. Nous serons donc avec toute l'équipe auprès d'elle. Nous sommes avec toute l'équipe auprès d'elle depuis les premières heures, on peut dire les premiers instants de son accident, et c'est vrai. On est là et on est à côté d'elle. Et on sera là jusqu'à son retour dans la bande AJM et les expertes auto-moto. De fait, ce soir, nous vous proposons donc une émission spéciale accidentologie sur notre île. C'est vrai que les morts et les blessés s'accumulent depuis le début d'année, même si ce n'est pas une année non plus extraordinaire en termes de blessés et de morts. C'est une année difficile, mais pas plus que les autres. Donc l'émission que je vais conduire là ce soir avec Éléonore Théodose eh bien, nous permettra de répondre à les nombreuses questions que se sont posées nos auditeurs sur la sécurité routière entre autres, mais aussi sur les effets de l'alcool au volant et les conséquences dévastatrices pour les victimes en cas d'accident de la route justement, mais aussi les conséquences juridiques dramatiques pour les auteurs de ces infractions très graves avec parfois plusieurs grammes d'alcool dans le sang et parfois même cumulant prise d'alcool et stupéfiants avant de prendre le volant, ce qui est donc une catastrophe bien sûr, et ça a été le cas donc dans l'accident de Vanny. Si elle était sans alcoolémie, la personne qui l'a percuté lui était avec un taux d'alcoolémie assez important. Donc pour répondre à toutes nos questions, les questions légitimes que se posent nos auditeurs sur ce sujet, nous sommes heureux de recevoir avec Éléonore Théodose Nicolas Boissy. Bossy, pardon, excusez-moi. C'est Éléonore qui fait mes fiches. Donc, Éléonore Bossy, merci. Chef de l'escadron de gendarmerie départementale de sécurité routière en Martinique, mais aussi dans cette même émission, nous recevrons maître Margaret Tanger, avocate spécialiste de l'accompagnement des victimes dans leur démarche d'indemnisation auprès des assurances et bien plus encore, nous le verrons tout à l'heure. Merci maître d'être parmi nous. Merci de votre invitation et bonsoir à tous. Merci à vous en tout cas. Et enfin, nous aurons sur ce plateau Jean-Philippe Labrie, animateur prévention au sein du comité martiniquais de prévention en alcoolologie et addictologie. Nous parlerons donc de prévention et de réduction du risque routier sur notre île finalement. C'est un peu ça. Hein. Oh oui, tout à fait. Merci de votre invitation et bonsoir à tout le monde. Eh ben, merci à vous en tout cas. On remercie Éléonore Théodose d'être parmi nous. Mais c'est gentil. On reviendra vers toi tout à l'heure. Hein. Oui. On a deux, trois questions à te poser. Voilà. Merci à Andrea Tufano. Avec grand plaisir. Merci à Christelle Chou d'être présente ce soir pour cette émission spéciale. Et merci à Jimmy Tomer. Avec plaisir. Voilà, Jimmy Tomer qui joue l'office de photographe ce soir. On retrouvera dans l'émission de la semaine prochaine. Alors, je me tourne vers Nicolas Bossy, donc chef de l'escadron de gendarmerie départementale de la sécurité routière, pour poser une question. Et après, je laisserai bien sûr la parole à Éléonore. C'est un échange. C'est un échange. On pourra tous avoir comme des d'hab questions dans l'émission. pour vous cuisiner. Voilà. Allez-y. Pour une fois que vous êtes gendarme en face. Voilà. Pour une fois qu'on a un gendarme, on le tient. Donc on va lui poser la question essentielle. À mon avis, qu'est-ce qu'il faut faire en Martinique? Est-ce qu'il faut augmenter la prévention sur la sécurité routière ou est-ce qu'il faut augmenter la répression? Alors le problème, c'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple, d'autant que la sécurité routière en Martinique comme ailleurs, c'est multifactoriel. Je suis désolé du gros mot, mais s'il y avait que de la répression, on serait champion du monde et il n'y aurait plus de morts. S'il y avait que de la prévention, on serait dans une humanité formidable qui n'a pas besoin du bâton pour rappeler les règles. C'est les deux et dans une saine alchimie. Donc on essaye de faire les deux côté gendarmerie, mais aussi avec tous les autres partenaires, les associations, les individus, enfin absolument tout le monde, comme cette émission ce soir. Tout à fait. Donc, Éléonore, on te laisse je rebondis. un petit peu Être gendarme, c'est être militaire. Votre carrière est riche. Vous avez pu bouger géographiquement. Vous avez une expérience de terrain. Vous qui maintenant avez un poste à responsabilité, vous avez aussi monté au fur et à mesure les grades. Quel retour vous avez de ces différentes expériences? Est-ce que vous pensez qu'il y a des territoires avec des spécificités ou alors c'est plutôt des questions de sécurité routière transversales? Non, alors. Il ne faut jamais nier la territorialité d'un problème. Il faut la prendre en compte. Il n'y a pas ici d'autoroute où on va faire 3 heures, 5 heures, 6 heures de route non-stop et où on va avoir des problèmes liés à la somnolence, par exemple. Ça, a priori, sauf exception, ça n'existe pas. Pour autant, on va retrouver les mêmes phénomènes de conduite addictive qui sont les causes principales d'accidents, de fautes de comportement
téléphone au volant, ceinture non portée, casque non porté. Tout cela, on le retrouve un peu partout, quel que soit le territoire. Après, il faut accompagner chaque public. Et là, on peut éventuellement trouver des spécificités dans la communication. Mais ça, on s'adapte à l'endroit. Alors sur le sujet de l'alcoolémie et du recours justement au fait, parce qu'on voit qu'en sortie de soirée, c'est là où il y a beaucoup d'accidents, on pense à Vanny, c'est ce qui s'est passé, puis il y a aussi le risque routier professionnel, on retrouve donc ce facteur alcool très présent dans les accidents graves, voire les accidents mortels. Ça pareil, ce n'est pas une spécificité régionale ? Alors juste avant la réponse, c'est gentil, je donne un chiffre quand même qui est important, 54% des tués le week-end. C'est un chiffre qui est quand même très révélateur. Et 56%, dans 56% des accidents, la présence de l'alcool. Donc c'est quand même très spécifique aussi. Plus de la moitié. Malgré tout, plus de la moitié. Alors oui, plus de la moitié. Au niveau national de mémoire, alors là, je suis soumis à réserve de ne pas avoir les chiffres devant les yeux. Ouais. Je crois qu'on est entre 35 à 40% au niveau de l'ensemble. Donc on est un petit peu supérieur a priori. Un petit peu supérieur. C'est un territoire où on a une spécificité aussi liée à l'alcool, mais comme d'autres. On pourrait être au cœur du Bordelais, on pourrait être dans d'autres pays, mais je crois qu'il y a beaucoup d'endroits en France où il y a un peu d'alcool. Pour autant, ça se retrouve, des alcools forts, le rhum, mais pas que. Les gens ne boivent pas que du rhum. Non, c'est sûr, on ne peut pas mettre sur le dos. Il y a encore ce réflexe d'associer systématiquement fête et alcool. Donc c'est pour ça qu'on retrouve effectivement une accidentologie plus marquée le week-end, plus marquée sur les moments festifs. C'est pour ça aussi qu'on oriente, nous, notre effort répressif beaucoup plus à ces moments-là, même si effectivement on ne peut pas être sur tout le territoire au même moment dans le cadre de ces missions. Alors, on vous a présenté comme le commandant de l'EDSR, c'est-à-dire que vous êtes chef opérationnel des motocyclistes et officier adjoint sécurité des mobilités. Vous êtes sur le pan prévention et aussi ensuite lorsqu'il faut punir. Comment vous êtes perçu par la population lorsque vous arrêtez des personnes ? Que ça soit en amont d'une infraction pour plutôt de la sensibilisation ou après quand vous constatez une infraction ? Alors, très globalement, ça se passe bien. Y compris avec les gens qui sont en infraction. Évidemment, il y a des moments de tension lorsque l'on prend conscience que l'on va perdre son permis, que ça y a les implications éventuellement que ça peut avoir sur sa vie sociale, sur sa vie tout court d'ailleurs. Et il peut y avoir effectivement un moment de tension, mais dans la majorité des cas, avec un peu de métier aussi, on essaye d'apaiser les tensions sur le moment. Globalement, ça se passe bien. L'exception, c'est quand ça se passe mal. Alors vous êtes amené aussi à travailler avec d'autres partenaires. Vous n'êtes pas seul dans la sécurité routière. Il y a vous et puis vous allez aussi des fois sur des actions de sensibilisation de terrain avec la préfecture, avec des chargés de mission spécifiques. Là, je me tourne vers l'un de nos invités. Vous n'êtes pas isolé dans la sensibilisation contre l'alcoolémie, on est bien d'accord, c'est un travail solidaire. Alors exactement, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y avait que la solution de la répression, ce serait tellement plus simple. Donc on a énormément de partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, étatiques ou toute association. En fait, on ne refuse la porte, entre guillemets, à personne. On ne refuse l'entrée dans cette lutte à absolument personne. Alors, on peut évoquer le travail qui est fait en amont de l'accident, le travail qui est fait au moment de l'accident. Là, je me retourne plus vers les partenaires pompiers, santé, SAMU et autres. Et on peut se retourner également vers les gens qui sont après l'accident, qui accompagnent les victimes et les auteurs aussi, parce qu'on va quand même essayer d'avoir un élément pédagogique, mais ça, c'est le principe de la peine ou de l'accompagnement associatif des auteurs, pour éviter que ça se reproduise, tout simplement. Bien et sûr, puis s'améliorer au fil de l'eau. Je note quand même que les chiffres, même s'ils sont stagnants depuis quelques années, si on remonte 10 à 15 ans en arrière, ce qui est faible au vu de ma très longue carrière, merci d'avoir remarqué, je prends de l'âge, sont quand même nettement meilleurs qu'il y a 15, 20 ans, que ce soit en Martinique ou sur le reste du territoire hexagonal, le reste de l'Europe aussi d'ailleurs. Est-ce que finalement la configuration de l'île fait que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une présence quasi permanente sur je pense à la rocade par exemple ou la partie autoroute? Est-ce que ça influe aussi sur les comportements des automobilistes? Est-ce qu'ils se trouvent finalement pas en se disant dans cette section-là je peux pas me faire arrêter, je suis plus tranquille là, je sais pas, je vous pose la question un peu comme ça. Est-ce que si on multipliait par 2 mes effectifs, je pourrais être plus présent? C'est quasiment évident. Oui, bien sûr. Après, il ne s'agit pas de poser la question aux gendarmes, il s'agit de poser la question à mes dirigeants et aux choix sociétaux qui sont faits dans le domaine. Sur la rocade, en plus, là, on parle d'un endroit spécifique qui est en zone police. Excusez-moi, je n'y vais pas. Oui, c'est ça. Sauf vraiment fait particulier. Mais
L'idée quand même, c'est que derrière le même uniforme, on va avoir un moment où on est en prévention, donc a priori avec un rapport empathique. Non pas que lorsqu'on soit en répression, on soit de méchants gendarmes, mais je ne suis pas scandalisé par la peur du gendarme au sens vous êtes en train de conduire, vous êtes avec votre téléphone tenu en main, vous savez que c'est pas bien, vous croisez un gendarme et tout de suite vous avez le réflexe de le lâcher ou de vous dire c'est pas bien pourvu qu'il n'ait pas vu. C'est ça que j'appelle la peur du gendarme, ça se limite à cela. Et ben, tant qu'il y a ce sentiment-là, finalement il y a cette possibilité de se dire où que je sois, je peux tomber sur le gendarme, donc je ne fais pas l'infraction, a priori. Ou en tout cas, j'essaie de la limiter. C'est pour ça que je ne prévois pas de dire, demain les contrôles sont à tel endroit, de telle heure à telle heure, demain ils sont aussi à tel autre. On peut le faire ponctuellement en disant, voilà, ce soir il y a une grosse soirée, évidemment il y aura des gendarmes, mais j'aurais tendance à vous dire, évidemment tout le monde le sait. Et pourtant vous avez raison. Combien de fois on entend contrôler positif où j'ai dû laisser ma voiture sur le bas-côté, on dit mais on savait qu'il y avait barrage. On savait quand on allait au Carbet au retour de la Seine ou autre, on savait qu'il y avait le barrage et pourtant j'ai entendu combien d'amis qui m'ont dit j'ai laissé ma voiture. Alors, comment on l'explique ça aussi ? Heureusement, malheureusement ça arrive, effectivement, et heureusement, lors de ces contrôles-là, la plupart des gens ne repartent pas sans permis et à pied. C'est-à-dire alors, je vais vous donner un chiffre idiot dans le sens qui n'est pas basé sur une statistique précise, mais si je contrôle 100 véhicules, je ne vais pas faire sans alcoolémie positive avec 100 permis de conduire retenus. Évidemment, un certain nombre vont être verbalisés, mais l'énorme majorité, et ça c'est ce qu'on constate de plus en plus, non, simplement ils respectent le fait qu'il y a un SAM, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le volant qui n'a pas bu, et ça arrive beaucoup, ça arrive vraiment beaucoup, et c'est plutôt... Ça c'est le côté positif, ça veut dire que les politiques publiques sont prises en compte, ça c'est bien de le dire. Alors, à la fois les politiques publiques sont prises en compte, c'est formidablement, c'est l'autosatisfecit, c'est très bien, mais c'est surtout qu'on peut faire confiance aux gens, quel que soit leur âge, d'ailleurs, il n'y a pas d'orientation particulière, allez-y quand même, et en particulier aux jeunes. La plupart sont tout à fait conscients qu'il y a un risque, et bien sûr, il y a des... Enfin, moi, je suis un éternel optimiste, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais lorsque j'arrête une voiture et qu'à bord, j'ai 3 ou 4 personnes, dont les 3 quarts, si j'en ai 4, sont complètement fatigués, et que mes co-volants, j'ai quelqu'un qui est bien, eh ben, c'est formidable, j'ai réussi. C'est sûr. En fait, l'échec, il est d'avoir de la répression. Il n'est pas d'avoir de la prévention. L'échec, il est quand je retire des permis. C'est malheureux. C'est là qu'on... Excuse-moi, Eleonore, juste, on va repartir un peu sur ce qui est arrivé à Vanny, sans rien dévoiler de spécial, mais quand même, malgré tout, donner un petit peu ce qui s'est produit concrètement, qui est presque une fatalité. En fait, Vanny, elle va à un anniversaire d'une copine et c'est parce qu'elle constate qu'elle n'a pas bu d'alcool qu'elle est donc bien, alors qu'elle a une valise pour dormir chez elle. Elle constate qu'elle est bien, elle a même dormi dans l'après-midi, qu'elle se dit c'est pas la peine de rester, je vais pas embêter les gens, je vais prendre ma voiture, je rentre chez moi puisque je suis bien. Et là, elle tombe face à face avec quelqu'un qui lui a... Alors elle a 27 ans, Vanny, c'est une petite gamine, une petite princesse qui est adorable et qui est en train de changer sa vie, elle est en train de créer des entreprises, donc bien sûr ça stoppe totalement sa vie pour de longues semaines. Et elle tombe sur quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui prend une route en sens inverse avec une grosse voiture à une vitesse plutôt élevée et qui va donc produire l'accident avec un taux d'alcool assez important. Et donc là, on est face à une personne de 27 ans qui avait pris conscience qu'elle ne pourrait pas prendre sa voiture dans la nuit si elle avait été boulée, puisqu'on va reprendre le terme qu'on utilise tous les jours. Voilà. Et patatrac, je veux dire, elle a le bon geste, elle a la bonne attitude et elle tombe sur quelqu'un qui, à 60 ans, pourrait être son père, par exemple, et qui, avec quelques verres d'alcool, change la vie de cette personne totalement. On ne connaît pas les conséquences encore. C'est ça, c'est pour ça que... Non, la question que je voulais poser de ça, pour pas rester trop dur sur la chose, je voulais dire, vous qui êtes vraiment aux manettes, en fait, à quelque part, franchement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire comprendre à quelqu'un qu'au-delà de 2 verres d'alcool, peut-être même au-delà du premier, on ne peut plus prendre sa voiture. C'est plus possible, parce qu'autrement, on devient quelqu'un de dangereux et on devient potentiellement quelqu'un d'assassin. Il faut répéter en préventif, réprimer en répressif. Je suis désolé, mais le gendarme à ce niveau-là peut participer à énormément d'actions de prévention. Le fait d'être présent ce soir chez vous, c'en est une à mes yeux. C'est-à-dire qu'on vient parler de cela, on est avant
un nouveau drame. Oui. Et si ça peut sensibiliser ne serait-ce qu'une personne, qu'il ait 60 ans ou 20, Ouais, bien sûr. c'est gagné. Mais en contrepartie, il faut que les gendarmes répriment sans faiblesse ce type d'infraction. Alcoolémie et conduite sous stupéfiants. Alors surtout, c'est bien de le rappeler, on fait de la prévention dans une émission qui est dédiée aux amoureux de l'automobile. Donc ça veut dire que là, ça porte vraiment vous-même. Vous aimez l'automobile, vous m'avez confié avoir eu quelques jolis modèles, en rêver d'autres, même si là on est plutôt sur une voiture familiale, vous allez pouvoir détailler ça si vous le voulez bien, mais ça montre bien qu'on peut aimer la voiture, aimer la conduite et pour autant être responsable. Ah mais la passion automobile, elle est aussi bien avec des véhicules qui sont avec un nombre de chevaux extraordinaire qu'avec un vieux tough qui avance pas, peu importe. C'est quelque chose qui ressemble à la liberté, qui ressemble au plaisir, à la découverte. Ça vibre. Bon, désolé pour les fans d'électrique. Non, oui, ancien modèle. J'aime bien quand ça fait du bruit, raisonnablement pour les voisins. Mais cette liberté, elle doit être aussi respectueuse de la liberté des autres. Enfin, on va pas faire de la philosophie, mais c'est voilà. Non, mais on peut tout aimer de toute façon. Mais bon, l'alcool, c'est stop. Ça suffit. Il faut arrêter l'alcool. Vous avez bu quelque chose, vous partez avec quelqu'un qui n'a pas bu dans votre soirée. Ça paraît d'une évidence. Ça paraît tellement simple qu'aujourd'hui, il faut le dire et le redire. Vous ne pouvez plus conduire avec de l'alcool. C'est plus possible. Moi, je vais donner quand même 2 éléments qui sont importants aussi, si vous êtes d'accord, mon commandant. C'est que cette jeune fille, Vanny, elle est restée coincée 3 heures dans sa voiture. Coincée entre le volant et entre son siège et le volant. Donc avec la vision, je me permets de le dire parce que j'ai parlé avec elle, donc elle m'a autorisé à le faire, avec la vision sur ses jambes qui étaient donc cassées en morceaux. Voilà, c'est ça l'accident. Et donc je pense à toutes les victimes. Alors celles qui y restent, malheureusement, il faut penser à eux ce soir dans cette émission et j'y pense vraiment parce qu'il y a des gens qui perdent la vie à cause de conduite malheureuse et addictive. Mais il y a tous les blessés. On parle de Vanny là, bien sûr. Parce que aussi. On a déjà reçu sur le handicap. Et on en a reçu. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, même Vanny participait à cette émission. Peu de temps après, c'était son tour. Donc oui, il faut penser à tous ces blessés-là et ce qu'ils vivent véritablement sur la route. D'abord, l'attente des pompiers qui a été très longue, la perte de conscience à un premier instant, puis la reprise de conscience. Heureusement, une amie médecin est pas loin. Elle arrive sur l'accident, donc elle récupère son portable. Elle est consciente. Elle dit, bon, allez, cette fois, c'est bon, je m'en vais, je bouge, il faut que je sorte de ma voiture. Mais elle se rend compte que c'est impossible. Ses jambes sont cassées, véritablement. Et pas dans le bon sens, en plus. Et après, c'est 3 heures de désincarcération. 3 heures. Là, le rôle aussi des forces de l'ordre et qui étaient présents. Mais heureusement que les gendarmes étaient là. Les gendarmes étaient là. C'est ça aussi, que ce soit police ou gendarmerie qui encadrent. Exactement. C'est pas forcément. Il faut remercier la gendarmerie là qui a assisté véritablement Vanny, les gendarmes, puis ensuite les pompiers, bien sûr, qui ont pris le relais. Mais les gendarmes étaient là d'abord, en premier lieu. Et c'est eux qui ont calmé Vanny en disant c'est pas grave, mais là, ça va je passer. ressens vraiment sur le rôle de chacun et de dire qu'on est là dans une société où c'est pour protéger, c'est l'intérêt général. Lorsqu'on est ici pour rappeler les règles, ce n'est pas pour asséner des choses qu'on sait déjà et puis pour embêter les gens. C'est vraiment parce que quand ça arrive à un ami, on se dit que ça peut arriver à soi et surtout on se rend compte que la gendarmerie et la police, les forces de l'ordre sont là pour éviter en prévention et ensuite en répressif que ça arrive de nouveau. Donc simplement pour terminer, donc, ce soir on se dit les choses véritablement et rester 3 heures bloqué dans une voiture pour une gamine de 27 ans, je peux vous jurer que c'est traumatisant au possible et qu'elle n'est pas prête de s'en sortir aussi de ce côté-là parce qu'il va falloir qu'elle se répare aussi côté psychologique. Mais le processus accidentogène est dramatique. C'est ça. Est absolument dramatique. Alors, on a l'habitude de prendre des mots grandiloquents en permanence. Non, c'est pas des grands mots en permanence. C'est un drame absolu et c'est un drame qui dure. Il dure 3 heures pour Vanny sur le moment de son terrible accident. Il est d'une injustice absolue et il dure dans le temps. Oui. Il dure sur les premiers moments des secours, il dure sur le réveil quand il y a une inconscience, il dure sur la découverte et presque la dépression d'un avenir qui est hypothéqué, il dure parce qu'il va falloir se démontrer de la résilience, c'est extrêmement difficile. Et le parcours de victime est quelque chose auquel les gendarmes participent peu après, mais qui est d'une effroyable dureté. Oui. Et on a beau voir plein de films d'action. Est-ce que vous pensez que ça n'a rien à on est obligé de faire la pause malheureusement. Oui, malheureusement on est obligé de faire la pause si vous êtes d'accord. On y reviendra de toute façon. On va y revenir avec maître Margaret Tanger qui est avec nous depuis tout à l'heure. On reparlera un petit peu de victimes, d'indemnisation, etc. Et on parlera bien sûr avec Jean-Philippe Labrie, animateur prévention donc au sein du comité martiniquais de prévention en alcoolologie et addictologie. On reparlera un petit peu de la prévention aussi parce que c'est un autre acteur de cette prévention. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire. On se retrouve dans un...
Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec GM et toute sa bande. On remercie bien fort nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte de l'émission. Merci à Joe Magazine, le savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Et merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane ainsi qu'à Crozatier, meubles et décorations. Merci, c'est super. Merci à nos partenaires. Sans eux, ça serait difficile d'être là ce soir. Donc je vous rappelle qu'on est avec Nicolas Bossy, qui est chef de l'escadron de gendarmerie départementale de sécurité routière en Martinique. On parle d'accidentologie depuis tout à l'heure. On est aussi avec maître Margaret Tanger. On est très heureux de la voir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Donc je trouve beaucoup d'intérêt à cette émission. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de M. Bossy. Et pour compléter, j'ai quand même le sentiment que les femmes, je crois que vous ne devez pas avoir beaucoup de femmes dans vos contrôles d'alcoolémie. Alors là, c'est une bonne question. Et j'ai vraiment un grand bravo pour les femmes parce que j'ai pas de dossier, en tout cas, où il y aurait des femmes qui auraient été... Donc vous voulez dire que les femmes sont moins touchées par la dictologie elles sont plus déjà respectueuses et malheureusement elles sont plus victimes parce que souvent dans la sont plupart de mes dossiers elles sont passagères ou elles sont conductrices, peut-être plus organisées aussi elles sont plus raisonnables d'abord en général. Dans les soirées, quand elles savent qu'elles doivent reprendre la voiture, elles ne boivent pas spontanément, elles sont responsables. Tout à fait. Et malheureusement, alors c'est pas mais ce qui est arrivé quand même à Vanille, j'ai plusieurs dossiers où ce sont des femmes qui rentraient tranquillement de soirée comme ça, en ayant été très, très observatrices des règles, etc., et qui malheureusement se sont retrouvées en choc frontal, ou en tout cas qui ont été percutées par des automobilistes qui avaient bu. Et c'est vrai que les gens ont un seuil de tolérance. Ils ont toujours l'impression de pouvoir reprendre le volant. J'ai bu 3-4 bières, 5-6 bières. Maintenant, les bières font 50 centilitres au lieu de 25. Oui. Donc, ça monte très vite. Et les gens n'ont pas conscience, effectivement, de mettre en danger les autres usagers de la route. Alors, vous, maître, vous êtes spécialiste de l'accompagnement des victimes dans leur démarche d'indemnisation auprès des assurances. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait venir ce soir en particulier. Parce que donc là on a parlé on a formalisé l'accident de Vanille puisque elle fait partie de notre équipe, mais ça touche bien sûr tous les gens qui ont eu un accident de voiture. C'est un peu la porte-parole évidemment. Au final. Voilà. Oui, exactement. Donc ça veut dire que là voilà. Donc aujourd'hui Vanille elle a taxe à rééducation, donc ça va être très long, on le sait. Il y a de nombreuses semaines comme ça où il va falloir travailler donc pour retrouver un corps correct, on va dire, des possibilités de mobilité. Et en même temps, il va falloir affronter, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le bon terme, les assurances, affronter la partie indemnisation, et c'est là que vous intervenez, maître. Alors, c'est vrai que c'est important pour les victimes de se faire accompagner d'un avocat, en tout cas spécialisé et formé dans le domaine du dommage corporel. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, la victime... Il y aura une fois qu'effectivement que le gendarme a fait son procès verbal, que le dossier est transmis au parquet et qu'il y a une orientation pénale qui est donnée. Pourquoi là? Parce qu'il y a eu alcool, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a cette orientation. Il y a l'alcool qui est une circonstance aggravante et puis on tient aussi compte de la gravité des blessures de la victime, avec la notion d'incapacité temporaire totale. Plus elle est importante et plus on va monter dans l'échelle des peines. Et puis s'il y a un décès aussi, on est dans l'homicide involontaire. Donc il y a effectivement une procédure pénale dans laquelle on va accompagner les victimes. Elles vont se constituer partie civile s'il y a une procédure pénale. Et donc, elles doivent être présentes dans cette procédure pour pouvoir faire entendre, reconnaître leur qualité de victime, d'une part, et puis faire prendre conscience aussi à l'auteur de la gravité et puis des répercussions sur la vie personnelle de la victime. Et c'est important que devant le tribunal, les magistrats entendent aussi la parole de la victime, même si la victime, c'est le parquet qui fait la poursuite, puisque on est là dans un domaine, dans une infraction, et c'est le parquet, la société qui poursuit. Mais la partie civile aussi, elle intervient pour que... ça pèse quand même aussi dans la peine de savoir effectivement d'entendre sa parole et d'entendre la gravité, d'entendre les répercussions. Donc il y a ce volet pénal et la constitution de partie civile. Et puis après, effectivement, il y a tout un parcours du combattant qui est le parcours de soins déjà, parce que dans le cas de Vanille, elle a quand même des blessures importantes.
Donc c'est un long parcours pour la remise en santé. Je sais qu'elle est au centre de rééducation. Et ce que je sais des blessures qu'elle a eues, elle en a pour plusieurs mois, même si effectivement déjà 3 mois dans un centre de rééducation de Lille, ça va permettre effectivement de retrouver progressivement l'usage de ses membres. Mais après ça, c'est pas terminé, elle aura de la rééducation de ville. Puis quand elle va retourner chez elle aussi, il y aura besoin de mettre en place aussi des aménagements, parce qu'elle va certainement rentrer... peut-être en chaise roulante ou avec des cannes anglaises. Elle aura besoin d'assistance de tierces personnes parce qu'elle ne pourra pas prendre son véhicule, se rendre à ses soins, ses contrôles médicaux. Il faut bien penser à tout ça. Puisque... Ouais, en fait, on s'aperçoit que d'un acte qui dure une microseconde, on va dire les 30 secondes, l'impact, c'est rien du tout. C'est ensuite des mois et des mois de conséquences. Mais c'est surtout les 2 heures avant, les 2 heures avant, tu vois. Oui, et puis je suis sûre aussi que lorsqu'on arrête, enfin là je me retourne vers Nicolas Bossy, lorsqu'on arrête et on a beau expliquer la loi, toute l'émotion qui est chargée dans le discours que vous transmettez maintenant ou que Jean-Marc expliquait tout à l'heure à propos du cas de Vanny, qui est un cas finalement assez banal, malheureusement, on s'en aperçoit pas. Parce que même quand le gendarme ou le policier vous dit « Ah, c'est pas bien », bah oui, c'est pas bien. Parce que finalement, 90% des gens sont OK avec les règles. Enfin, sont au courant qu'il faut mettre la ceinture, qu'il faut pas regarder son portable, qu'il ne faut pas boire. Je pense que qui ne sait pas ça. Mais personne ne se rend compte des conséquences réelles sur la vie. Ça arrive toujours aux autres. Sauf en fait. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. C'est toujours les autres. Et puis, avec une capacité à penser que, d'une part, c'est les autres, et d'autre part, même si on se sait sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ça va. Ça va le faire. Je gère. C'est pas loin. Donc, on a toujours au final, c'est les autres et c'est pas moi, c'est jamais moi. Voilà. Et c'est là qu'est le drame, aussi le drame initial, celui qui est en préparation de ce que va vivre la victime. En plus, pendant vous les plusieurs voyez. années. C'est-à-dire, bon, avocat, vous les suivez. Je m'entends vers vous parce que vous suivez aussi en amont. Jean-Philippe Labrie. Jean-Philippe Labrie, oui, c'est vrai. On est en écran, mais on est surtout à la radio. Et vous rendez, Nicolas Bossy, sur les lieux et vous avez des images, j'imagine, violentées à transmettre aux personnes en leur disant attention, il peut t'arriver ça, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, oui, c'est compliqué. C'est surtout que les gens qui sont impliqués ne sont pas des, a priori, en tout cas avant cela, parce qu'on parle bien d'infractions pénales qui sont des délits très sérieux, ne sont pas fondamentalement des délinquants à la base. C'est-à-dire que c'est vous et moi. Oui, c'est ça. Donc c'est le citoyen qui s'égare ponctuellement de la droite ligne, sauf que les conséquences qui regarde son téléphone, sont pas négligeables. Elles sont pas négligeables pour lui, bon, ou elle, mais c'est surtout pour la victime potentielle qui est en face et qui n'a rien demandé à personne et qui va le subir au mieux pendant un temps limité, au pire toute sa vie. Est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, vas-y. Oui, sur donc le téléphone portable a bien engendré donc une augmentation évidente des accidents. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les études scientifiques réelles, pas empiriques, démontrent que ça perturbe largement la capacité de conduire et la capacité de réagir. Perturbateur endocrinien. Ça concerne tout le monde. Je ne sais pas, mais un perturbateur tout court, oui. Tout court. Tout à fait. Après, le développement, faire une étude comparative entre le développement, entre l'accidentologie avant les années 2000, c'est-à-dire avant que le téléphone portable ne soit diffusé dans toute la société aujourd'hui, serait assez délicat comme ça autour de la table vite fait, parce qu'en fait, il y a tellement d'autres implications. Au début des années 2000, on a vu arriver les radars automatiques. Ouais. Tout le monde a trouvé cela scandaleux et ne servant à rien, puisque ça ne servait à rien. Néanmoins, on a vu que la vitesse moyenne sur les routes a considérablement baissé et ce facteur primaire d'accidentologie a diminué largement. C'est toujours un facteur aggravant très marqué dans l'accidentologie. Mais en 2000, j'avais déjà mon permis depuis quelques années. On voyait assez souvent des gens traverser l'Hexagone sur autoroute à 160 de moyenne. C'était pas quelque chose d'extraordinairement rare. Je peux vous assurer, alors ça fait 4 ans maintenant que je suis en Martinique, ça fait un moment que je suis sur autoroute, mais je n'ai pas vu cela durant les dernières années. C'est fini. Il y a trop de bouchons pour le faire aussi. Alors, il n'y a pas qu'en Martinique, mais oui, il y a des bouchons aussi. Oui. Alors, je voudrais revenir vers Maître Tanger et je voudrais que, Maître, vous nous disiez quelles sont vraiment les conséquences pour quelqu'un qui aurait donc
bu de l'alcool, donc à un taux trop sévère pour pouvoir prendre la route, voire qui aurait additionné des stupéfiants. Quelles sont les conséquences pénales et quelles sont les conséquences sur sa vie finalement après l'accident, quoi, après avoir fait des victimes? Alors bon, on a le code pénal et le code de la route qui prévoit effectivement des peines. Alors bon, on peut estimer qu'elles sont peut-être pas suffisantes, mais en principe, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec la présence de plus de 0,80 milligrammes d'alcool dans le sang ou 0,40 mg par litre d'air expiré, la personne encourt une peine d'emprisonnement selon le code pénal de 2 ans. 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. D'accord. C'est pareil quand une conduite sous l'empire des stupéfiants. Après, si on additionne les deux, et ça arrive malheureusement qu'on additionne les deux, à ce moment-là, la peine est de 3 ans d'emprisonnement, c'est la peine encourue, et 9 000 € d'amende, c'est-à-dire un double... Qu'en est-il du permis? Parce que ça, j'imagine... Il y a effectivement des peines complémentaires qui peuvent être appliquées. Ça, c'est l'appréciation peut-être du juge, non? C'est ça? En fonction de la gravité du... Oui, c'est en fonction, effectivement. Donc, c'est resté à l'appréciation du juge. Mais enfin, il y a des cas où les peines complémentaires doivent être automatiquement prononcées. Et puis, il y a des cas où c'est à l'appréciation du juge en fonction, effectivement, du dépassement du taux. Si on est à 1 gramme ou 3 grammes, ce ne sont pas les mêmes peines. Mais il y a des peines complémentaires, notamment de suspension du permis de conduire, d'annulation même du permis de conduire avec interdiction de le repasser dans un délai que le juge fixe. Ça peut être 3 mois, mais ça peut être aussi 3 ans ou voire 5 ans, interdiction d'annulation du permis de conduire. Il y a aussi la saisie de l'objet du délit qui est le véhicule qui a causé l'accident. Il y a toute une liste de peines complémentaires qui vont... Mais là où les victimes sont un petit peu choquées, c'est en matière... Enfin, quand il y a effectivement un décès de la victime, où les familles sont assez choquées parce que c'est assez difficile d'obtenir des peines d'emprisonnement ferme, malgré que le code pénal prévoit 2 ans de prison ferme. C'est quand même assez difficile. Parce que j'ai eu un dossier... alors, il n'y avait pas d'alcool. C'est un jeune automobiliste qui a tué quand même 2 personnes. C'est-à-dire qu'à 3 mois d'intervalle, premier accident, excès de vitesse, voilà... Il tue une personne. Alors, la personne ne décède pas tout de suite, mais finalement, va décéder des suites de cette blessure. Et 3 mois après, rebelote. Et là, bon, on a quand même... Les parents étaient quand même assez choqués parce qu'il s'en sort avec 12 mois de prison, dont 6 mois ferme avec bracelet électronique. Et voilà, bon, bien sûr, il y a l'annulation du permis, il y a des peines complémentaires qui sont prononcées. Commandant, ça veut dire que, commandant, on n'est pas assez sévère. Vous pensez que la justice derrière n'a pas la réponse toujours adéquate ou toujours assez... Proportionnée. Voilà. Bon, alors, ce n'est pas le gendarme qui va vous donner une appréciation. Oui, je me doute bien. Je pose la question quand même au cas où. Non, mais alors attendez. Le juge, comme l'a dit Maître, a à sa disposition un corpus juridique avec un nombre conséquent de peines complémentaires, la principale étant évidemment la peine d'emprisonnement avec un maximum, et c'est à lui d'apprécier une opportunité. Pour modifier ce corpus juridique, il faut nous retourner non pas vers le juge ou le gendarme, il faut nous retourner vers le législatif. Donc, c'est chaque citoyen qui saisit son député et qui éventuellement peut lui faire une proposition. Est-ce que l'enquête de gendarmerie derrière un accident de ce type-là avec alcoolémie donc ou stupéfiant, est-ce que l'enquête elle influe justement sur le reste de la procédure? L'enquête, est-ce qu'elle est primordiale véritablement? Je me doute, mais je vous pose la question. C'est la pierre angulaire du dossier pénal. D'ailleurs, cette enquête, on parle d'accident, donc on a tendance à mettre cela sur la route comme quelque chose de côté ou équivalent finalement à un constat amiable un petit peu amélioré. C'est pas ça du tout. C'est une enquête pénale pour blessure involontaire, en général c'est ça, ou homicide involontaire. Ce sont des infractions très sérieuses. Je veux dire, c'est quelque chose qui est pris en compte sous la direction du parquet, où on essaie effectivement d'évoquer toutes les hypothèses, de mettre un peu de lumière, lorsqu'on le peut, sur chaque point d'ombre, afin que le parquet puisse proposer
une peine au siège et qu'avec à la lumière des avocats de la défense et des avocats du partie civile, le procès se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Maintenant, le gendarme, en tout cas moi, le chef opérationnel que je suis, veille effectivement à ce que mes officiers de police judiciaire aient tous les moyens pour mener cette enquête. Ces moyens, on les met vraiment avec engagement et sans limite dans ce cadre-là. Encore une fois, sous la direction du parquet. Alors, Maître Tanger, je reviens vers vous un moment. Franchement, donnez-moi vraiment j'ai besoin d'avoir de votre avis sur ce sujet-là. Quel est l'intérêt de vraiment porter plainte? Quel est l'intérêt de porter plainte dans le cas d'un accident de ce type? On prend l'exemple de Vanny, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. On pense à tous ceux qui ont eu le même type d'accident. Quel est l'intérêt de porter plainte véritablement? L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir... Puisque, bon, de toute façon, à partir du moment où il y a l'infraction, il y a poursuite. Hein. Donc voilà, la plainte de la victime, c'est vraiment pour qu'elle puisse soutenir, venir à l'appui, en fait, de l'action publique par sa constitution de partie civile. Et puis aussi, c'est important aussi, pour les dommages dans le cadre de l'élaboration de son dossier. Par exemple, si l'auteur de l'accident n'est pas assuré, il faut quand même que la victime ait des éléments pour pouvoir, par la suite, saisir un fonds de garantie, faire les démarches qui sont nécessaires à son indemnisation. C'est le début d'une autre vie. C'est un sacré préjudice. Et donc, il faut un suivi aussi. Donc, Alors, oui. Alors, justement, ce sujet, merci Christelle d'avoir posé la question. L'idée, c'était de dire aussi, il y a le préjudice corporel. Donc là, on a bien compris que vous aviez une échelle d'évaluation. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais commencé, on avait parlé de la procédure pénale. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a le volet civil, le volet responsabilité civile et indemnisation de la victime. Alors, on est quand même en matière d'accident. Il y a plusieurs voies possibles pour la victime. D'abord, il y a des assurances qui sont présentes. Donc, normalement, c'est l'assurance qui doit faire les premières démarches de prise en charge, notamment au départ, l'assurance de la victime. Si elle est assurée, c'est l'assurance de la victime qui prend le mandat et qui va faire des avances de provision, la première avance de provision, parce qu'il faut quand même que la personne puisse survivre tout simplement, la période de soins. Souvent, elle est en arrêt de travail parce qu'il y a la maladie derrière, enfin, en tout cas, les hospitalisations derrière. Donc, c'est cette assurance qui prend en charge le versement des premières provisions. Ensuite, cette assurance-là aussi doit déjà mandater ce qu'on appelle un médecin conseil d'assurance pour pouvoir faire une première évaluation, expertise médicale ou examen médical amiable des blessures de la victime. Et en fonction du taux prévisible qu'il va y avoir d'incapacité à ce moment-là, jusqu'à 5%, donc l'assurance de la victime s'en occupe. Et si le taux prévisible d'invalidité est supérieur à 5%, à ce moment-là, le mandat est transmis à l'assurance du conducteur et qui va poursuivre, effectivement. Et pour la victime, c'est un long parcours parce que tant qu'on n'est pas consolidé, c'est-à-dire qu'en voie de guérison, qui est plus d'opération, il peut encore y avoir de la kiné, etc. Des fois, il n'y a pas de guérison, tout court. Des fois, la guérison... le handicap ou les handicaps. Oui, c'est-à-dire que quand je dis guérison, consolidation, ça ne veut pas dire qu'elle est restituée dans son intégrité. On est d'accord. On regarde tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Si vous êtes d'accord, on verra aussi le préjudice moral, parce qu'il y a aussi ce préjudice moral-là. Il a l'importance d'être accompagné donc, juridiquement par un avocat spécialisé dans le domaine. Oui, une petite question avant la pause publicitaire. Au niveau de la voiture, parce qu'on est des passionnés de voiture ici, n'est-ce pas? Donc quand il y a un accident, que devient-elle? Là, je me tourne vers la gendarmerie. Et ensuite, comment retrouver une nouvelle si elle est fichue par rapport aux assurances? En 2 petites phrases. Alors, bon, d'abord, tout dépend de son état. Mais après un accident, on va déjà rétablir la circulation une fois que tous les constats sont faits en évacuant les voitures. Alors, soit d'elles-mêmes, avec un autre conducteur, soit par un dépanneur. Ensuite, en fonction de l'enquête, je vous disais tout à l'heure, on va dans le détail, il peut y avoir des expertises. Donc elles peuvent être éventuellement saisies dans le cadre de l'enquête pour pouvoir faire ces expertises qui sont faites en général sur le garage où elles sont stockées. Ou dans une fourrière habilitée, le cas échéant, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Le véhicule, une fois qu'on a passé tout cela, soit il est réparable
avec les assurances, encore une fois, et à ce moment-là, il peut être réparé et donc reprendre la route quelque part. Remis en circulation, Soit il ne l'est plus. Il ne l'est plus, à ce moment-là, il est détruit. Il est passé au rebut. Ok. On est obligé de s'arrêter à cause de la publicité, bien Oui. sûr. Et on revient dans un petit moment, si vous êtes d'accord. Donc, une fois de plus, on a une pensée pour... On parle de vanille beaucoup ce soir, mais on pense à toutes les victimes d'accidents de la route, bien sûr. On pense à eux et à leurs familles. On le dit véritablement, parce qu'on y pense vraiment. Hein, c'est la réalité. Et chaque semaine, on donnera des nouvelles de vanille. Ça nous permettra de parler donc un petit peu de chacun et de tout le monde dans ces petits soucis liés à des accidents de ce type. A tout de suite, après la publicité. Merci à vous. Vous êtes de retour sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande. On remercie bien fort nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'hôtel Batelière, notre hôte de l'émission. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Et merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane ainsi qu'à Crozatier, meubles et décorations. Eh bien, merci à vous, merci de votre retour dans notre émission. Je vous rappelle qu'on est avec Andrea Tufano qui vient de nous faire une entrée vraiment magnifique, très intéressante. Christelle Chou, chroniqueuse, vous le savez, Éléonore Théodose. Et on reçoit donc ce soir, eh bien, on fait quoi? On fait une spéciale, on peut dire? Une table ronde. Une table ronde, voilà, une table ronde. On reçoit thématique. Nicolas Bossy, chef de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie en Martinique. Merci de son intervention, il nous a déjà donné de précieuses informations et c'est pas fini. Merci à maître Margaret Tanger, avocate spécialiste de l'accompagnement des victimes dans leur démarche d'indemnisation. Et on va parler avec Jean-Philippe Labrie dans un petit moment, qui est animateur prévention, justement, au sein du comité martiniquais de prévention en alcoolologie et addictologie. Donc c'est intéressant parce qu'on va avoir un acronyme pour faire plus simple. Un acronyme, voilà. Ça. Mais on va avoir un petit peu son avis. En sachant qu'on va poser une question grâce à Andrea au commandant dans un petit moment, mais se rappeler aussi que dans les victimes, il y a aussi ceux qui provoquent l'accident. Ils deviennent aussi finalement des victimes cette fois eh bien de leur acte, hein, quelque part. Et si on parle d'assurance, par exemple, donc sans parler de la partie pénale, de la partie donc qui peut être très très grave quand il y a des blessés dans un accident de la route, surtout quand on est sous emprise d'alcool ou de stupéfiants. Il y a aussi le rapport qu'on peut avoir à son assurance une fois que l'accident a eu lieu. Et après, il est très difficile, bien sûr, de pouvoir retrouver une assurance quand il y a eu, quand il y a eu alcool au volant. Quand il y a eu accident et alcool au volant, c'est très difficile de retrouver une assurance. Et en tout cas, des taux s'appliquent qui sont significatifs et qui sont prohibitifs quand on veut se réassurer avec un véhicule, même 2 ans ou 3 ans après l'accident. C'était juste pour le signaler. Andrea, tu avais une question à poser? Alors oui, justement, par rapport à toute cette émission et par rapport aux différentes thématiques abordées, il y a une question qui me passe, sur laquelle je réfléchis depuis un moment. On a dit justement que quand on prend le volant et qu'on est sous l'empire de stupéfiants ou d'alcool, on est censé être conscient que justement on est une arme, on est potentiellement on est une arme telle que n'importe quelle autre arme. Donc pourquoi l'homicide routier n'existe toujours pas? C'est une question justement que j'aimerais vraiment comprendre. À partir du moment où on est conscient que l'on est en capacité de pouvoir mettre en péril d'autres personnes. Alors, l'excuse pénale ne comprend pas effectivement le fait d'avoir pris de l'alcool ou des stupéfiants préalablement. Le délit ou crime d'homicide routier finalement se rapporte à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce serait un nouveau corpus législatif, donc c'est effectivement aux députés de le voter. Alors il y a des associations qui portent ce projet, il y a des politiques qui portent ce projet, et il y a un gendarme qui appliquera la loi si elle est votée, et en attendant, je fais avec ce qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me tourne aussi vers Maître pour voir ce que vous en pensez à ce niveau-là, qui est dans la... Oui, c'est pareil. Il faudrait effectivement que la législation évolue là-dessus. Mais il y a quand même une problématique, c'est que l'infraction pénale, il y a effectivement
effectivement se constitue de 3 éléments. Il y a l'élément légal, mais il y a aussi un élément intentionnel. Pour que vous ayez un homicide volontaire, il faut vraiment que la personne ait recherché les conséquences de son acte et été conscient de le faire volontairement. Et on est en matière d'accident, parce que même si effectivement la personne prend le volant sous l'empire d'un état alcoolique, mais il n'y a pas, si vous voulez, cette intention, en tout cas, une intention, en tout cas, homicide ou une intention, voilà. Alors, justement, si vous êtes d'accord, ça tombe bien. C'est ce qui est un petit peu qu'il faut arriver à cadrer. Parce qu'on peut aussi imaginer, parce qu'il y a des gens aussi qui par exemple, qui prennent des médicaments et puis qui savent parfaitement que le médicament entraîne de la somnolence. Ils ont peut-être besoin, pour X raisons, de prendre leur véhicule. Alors, si on commence comme ça, il faudra aussi se poser la question ou la fatigue de savoir est-ce qu'on pénalise tout ou est-ce qu'effectivement... En fait, je me permets, hein, c'est le ressenti de vouloir définir un crime ou un délit d'homicide routier. Il est tout à fait diffus dans la société et très facilement compréhensible comme volonté de qualifier la chose particulièrement pour qu'elle soit qualifiée spécifiquement par rapport à la route et pas comme un homicide involontaire lambda. Pour autant, dans la pratique juridique pénaliste, ça demande des précisions telles que l'effet pourrait être inverse. Et c'est pour ça qu'il y a des grands pénalistes qui y réfléchissent depuis très longtemps, histoire que finalement ce remède, entre guillemets, soit pas pire que la situation actuelle et nous empêche de poursuivre correctement les auteurs de ces infractions. Ce qui est certain, c'est que la détermination est totale pour amener tous les éléments matériels, moraux et légaux de ce type de fait et pour que vraiment le siège, c'est-à-dire les juges qui décident de la peine, aient tous les éléments en main pour pouvoir le faire finalement. Alors justement, ça tombe bien, on fait une petite transition et on se tourne vers Jean-Philippe Labrie, animateur prévention au sein du comité martiniquais de prévention en alcoolologie et addictologie, parce que finalement, on se rend bien compte que finalement, dans le départ de cette affaire, si on ramène encore une fois ça à Vanille, il y a un problème de comportement, évidemment, il y a un problème de mentalité peut-être, je ne sais pas, hein, je cherche la solution et vous, Jean-Philippe, qui êtes proche des gens qui ont des problèmes d'addictologie, on va dire, et des conduites d'addiction. Comment vous ressentez les choses et comment ça se passe quand vous êtes confronté à des personnes qui ne comprennent pas que quelques verres, on peut être dangereux, très dangereux même parfois. Ouais. Alors, vous savez, je pense que Gendarme disait pas mal de choses qui étaient vraiment super. La Martinique est un pays de fêtes. J'en parle celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux. Du 1er janvier au 31 décembre, on a un verre d'alcool. Nul aujourd'hui, d'accord. D'ailleurs, sous la table, là, nous... Voilà, tout à fait. Je blague. L'alcool est un produit de convivialité, de rassemblement des gens. Mais ça, c'était avant. Non, jusqu'à maintenant. Toujours. Jusqu'à maintenant, parce qu'il existe quand même... Parce qu'il ne faut pas quand même non plus endiaboliser les produits. Il existe quand même ce qu'on appelle, je dirais, le bon boire. Pouvoir consommer avec plaisir. D'accord. Maintenant, c'est arrivé à faire comprendre aux gens qu'après un ou 2 verres, d'accord, notre comportement n'est plus le même. Notre cerveau ne fonctionne plus correctement. Donc, à partir de ça, on peut faire comprendre à un individu que quand tu consommes plus de 2 verres d'alcool, tu ne peux pas prendre ton permis. Tu ne peux pas prendre ta voiture, excusez-moi. Mais en même temps, on ne peut pas non plus empêcher aux gens la liberté de pouvoir consommer. Maintenant, j'ai consommé. Combien de temps après, je dois prendre mon véhicule? Il y a toute une notion de prévention, d'information à apporter à la population pour qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Parce que pour bien, nous sommes, je dirais quelque part, un peuple qui consomme beaucoup, mais qui tient bien l'alcool. Malheureusement. Et c'est ce qui souvent fait qu'un individu qui a consommé 3-4 verres d'alcool est derrière son volant parce qu'il n'a pas cette impression. Il croit qu'il conduit comme d'habitude. Il est en capacité de pouvoir conduire. Mais à quel moment on se rend compte de ça? C'est au moment où on a besoin de toutes ses facultés. Et mais là, on se rend bien compte, avec un discours comme celui-ci, on se rend bien compte que c'est un problème de communication, finalement, quelque part. Oui, il y a tout un problème de communication derrière tout ça. Il y a tout un problème de personnes qui ont toujours cette impression de pouvoir gérer, de contrôler ce genre de phénomène.
C'est un problème de mentalité. L'un des outils de sensibilisation auxquels vous avez recours et qui est, je trouve, à la gendarmerie aussi, dans les actions de sensibilisation, ce sont les lunettes alcool. Et notamment les lunettes alcool, quand vous les essayez à des personnes, ils vont vous dire « Ouais, attends, mais moi, quand j'ai bu 3 verres, c'est pas du tout comme ça que je vois. » Et c'est là que l'information passe. Ce n'est pas une question de perception directe, c'est une question de traitement de l'information par le cerveau. Voici comment ton cerveau perçoit les informations par rapport à ce que toi tu penses voir, entendre, et c'est là que le temps de réaction varie, évolue. Et donc c'est vrai que dans un monde idéal, on aimerait que ce discours pédagogique par l'explication, la théorie, puisse raisonner les gens, mais c'est toujours trop tard quand on décide finalement de changer, puisque c'est un désinhibiteur. Oui, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais l'individu qui va partir pour aller s'amuser, malheureusement, dès le départ, dans sa tête, m'amuser, c'est consommer de l'alcool. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est bien un problème de mentalité. Voilà. Et c'est cette mentalité qu'il faut qu'on travaille et qu'on arrive à changer. Oui. Qu'on arrive Mais alors, comment on fait alors à permettre aux gens. Comment on fait alors, Jean-Philippe Labrie? Comment on fait? Alors, le jeune homme le disait très bien tout à l'heure, c'est la répétition. D'accord? C'est la répétition des actions d'information, de prévention, et commencer de plus en plus tôt. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi quand je regarde, je vais dans des collèges travailler, faire des actions de prévention au niveau des addictions en général, la plupart du temps, des enfants qui sont en 6e connaissent déjà plus de produits alcoolisés que moi-même. D'accord? Beaucoup d'enfants ont déjà au moins une fois consommé des produits, et particulièrement des produits tels que le panaché, parce que pour eux et pour beaucoup de parents, le panaché est un produit sans alcool. Mais en même temps, il y a une chose à laquelle il faut qu'on se rende compte. Au niveau, par exemple, des textes de loi, en ce qui concerne l'alcool, par exemple, un produit alcoolisé n'est considéré alcoolisé qu'à partir de 1,5% d'alcool. Donc, moins de 1,5% d'alcool, c'est considéré comme du jus. Donc, donner ça à un enfant, c'est aujourd'hui déjà lui mettre dans la tête que ce produit fait partie de la fête. On est en famille, c'est un anniversaire, etc., etc. Et c'est déjà dès petit comme ça qu'on commence déjà à amener nos enfants à devenir de potentiels consommateurs. Au même titre que le champomis n'est pas alcoolisé, mais on habitue dès l'enfance à dire la fête, c'est la bouteille de champagne. Tout à fait. La bouteille de champagne, c'est de l'alcool. Je me tourne vers Léonore quand même et vers mon commandant, mais quelles sont les actions? Alors bien sûr, j'ai bien compris qu'on a un certain nombre d'associations qui interviennent à tous les niveaux, aussi bien dans les collèges qu'ailleurs, je veux dire peut-être même dans les entreprises, etc. Il y a un certain nombre d'actions. Mais quelles sont les actions proprement dites qu'on fait auprès du grand public? Est-ce qu'il y a enfin, moi, je me rappelle d'une époque en métropole où on était sensibilisé par des campagnes de communication qui étaient vastes sur la sécurité routière, sur l'alcool en particulier. Moi, j'ai connu quand même... j'ai connu la génération de mes parents. Si vous voulez, l'alcool, c'était pas tellement un problème. Je veux dire, on pouvait aller faire une fête et puis boire un coup et puis rentrer avec toute la famille dans la voiture. Aujourd'hui, je le vois plus, ça, franchement. Au niveau de la communication, ça a évolué parce que la société a évolué. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, et là je laisserai le commandant. Est-ce que tu n'as pas été une grande cause départementale? Il n'y a pas si longtemps que ça finalement dans le domaine professionnel. On a eu une remarque d'un sociologue qui travaille actuellement avec l'État, avec les forces de l'ordre sur comment faire passer un message. Puisqu'on se rend bien compte que les générations maintenant ne sont plus sur regarder la télé, elles sont sur Snapchat, elles sont sur Instagram. Le digital, on va dire. Voilà, donc là, si on fait un exemple de la jeunesse, il faut passer aussi et utiliser ces canaux-là. Donc réfléchir à comment toucher à travers un message fort. Et il nous disait qu'il fallait un peu aussi faire passer les comportements comme ça généraux de faire la fête avec de l'alcool comme has-been. Oui, mais tu vois, tu fais la fête, tu prends le volant, t'as trop bu, mais en fait c'est has-been. Tu trouves que t'es bien comme ça. Enfin, pour celui qui ne boit pas, c'est il faut transformer, on n'a pas besoin d'aller dans une soirée, on n'a pas besoin d'être alcoolisé pour passer une bonne soirée. Alors, je relève quand même qu'il y a eu la police municipale qui a fait un véritable travail cette année en travaillant avec des blogueurs, notamment une journaliste qui est assez connue, Hélène Sérignac, je vais la citer, et d'autres personnes qui sont connues par la jeunesse, où chacun a travaillé sur la prévention, mais de plusieurs comportements à risque. Là, je me retourne juste vers le spécialiste, mais des choses sont faites. Des choses sont faites, que ça soit sur des spots radio, sur des spots, là on a la gendarmerie qui est présente toutes les semaines avec Frédérica sur une antenne concurrente qui va répondre aux questions. Il y a eu des émissions sur Via TV où il y avait à la télé sur la sécurité routière, la prévention routière qui ont été diffusées sur 6 mois. Il y a vraiment des choses qui sont faites, mais c'est sûr que il y a toujours des pistes d'amélioration. Là je vous laisse compléter si vous le souhaitez.
Oui, il faut s'adapter au public que l'on souhaite toucher. Alors il y a les jeunes effectivement, mais pas que. Simplement un grand retour en arrière que je n'ai pas connu. Mais j'ai souvenir d'avoir vu des reportages à l'école en noir et blanc où on servait le midi un verre de rouge parce que c'était culturel. C'est ça. Partie de la à une chose. certaine époque, dans les années 60, ça a été comme ça. Je ne vais pas jeter la pierre aux gamins qui sont aujourd'hui nos parents, voire nos grands-parents plutôt, qui ont vécu cela. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Simplement, c'était le temps d'une culture, le temps d'une société. Je pense qu'il est assez raisonnable de dire qu'il convient d'évoluer, effectivement, par la prévention, par ces discours, et d'accompagner chacun dans ce changement, de faire prendre conscience aux parents, aux encadrants, que ce qu'ils ont connu, eux, n'est pas forcément à reproduire avec leurs enfants. J'ai l'impression qu'on y arrive plus avec la cigarette qu'avec l'alcool. Oui, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque de nos parents, la performance des véhicules n'était pas non plus les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc les accidents... Je suis pas certain que ça joue vraiment. J'entends, mais vous voyez, il y a une deux chevaux que je regarde depuis tout à l'heure, qui est juste devant moi sur la table. Il se trouve que j'ai appris à conduire sur une voiture comme ça, à 50 km/h. Une voiture comme ça, on est mort. Oui, c'est sûr. C'est que de la tôle. Aujourd'hui, à 50 km/h, on est gravement blessé, voire définitivement. Le trafic n'était pas le même à l'époque non plus. Le trafic n'était pas le même, il y avait plus de morts. Mazamet, les années 70, 12 000 morts. On avait donné les chiffres à risque. C'était énorme. C'était des milliers. C'est assez terrible. Les années 70, 30 000 morts. Et le taux de la consommation légale dans ce temps-là était à plus de 1 gramme. Ah oui. C'est énorme. Moi, je peux dire que depuis les 20 dernières années, on a, nous, au niveau du CMPA, en collaboration avec la préfecture, la délégation à la sécurité, mis en place pas mal d'actions au niveau des soirées, des discothèques, où on travaillé avec le style SAM, etc. Et c'est vrai. Alors Sam, on rappelle ce que c'est Sam quand même, pour savoir. C'est celui qui va pas boire et qui va prendre le volant. Alors, en fait, j'ai un souci avec ça, c'est pas spécialement celui qui ne va pas boire du tout. Parce que, encore une fois, je reviens dessus, on peut quand même consommer un verre d'alcool. J'arrive dans une soirée, il est 21h, 22h. Malheureusement, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on va en soirée à 2h du matin. D'accord ? Et souvent, on a déjà consommé avant. Mais celui qui part vraiment pour s'amuser, qui décide d'être en Sam, d'accord ? Il arrive dans une soirée à les 22, 23h. À 23h, j'ai pris un verre d'alcool, d'accord, et je ne bois plus de la soirée. À 5h du matin, quand je repars, je n'ai plus d'alcool dans mon sang. Je suis clean. Oui, il faut faire confiance aux... m'amuser. En fait, c'est là qu'il faut qu'on arrive au niveau de la prévention. C'est dans la mesure, en fait. Voilà, c'est pas tomber dans les comprendre ça aux gens, leur faire comprendre que la fête ne doit pas être synonyme d'alcool. Je pense que peut-être qu'on revient au début de l'émission, on faisait un comparatif entre les hommes et les femmes, c'est Maître qui le faisait d'ailleurs justement. Je me demande si c'est pas les femmes qui devraient prendre en main les soirées justement et dire ah non. Mais au niveau des addictions, il y a quand même une évolution. Alors, là, on est bien d'accord. Attention. C'est vrai que Dieu merci, pour l'instant ça ne se voit pas, mais il y a une consommation énorme au niveau malheureusement de la jante féminine. Ça ne se voit pas, vous dites ? Ça ne se voit pas en fait dans autant, les accidents. ça se voit pas autant. Voilà. Ça se voit. Elle est de plus en plus évidente. Mais c'est vrai que dans les soirées, c'est de plus en plus évident, comme vous dites. C'est assez vrai, d'accord ? Alors malheureusement au niveau des accidents de la route, il y a moins peut-être de femmes qui créent des accidents de la route. Mais au niveau de la consommation, il y a une consommation énorme. Là, nous, au niveau du CMPA, on travaille avec le parquet sur ce qu'on appelle des stages de sensibilisation au danger des produits stupéfiants. Au début, quand on a commencé à travailler sur ça, on ne voyait pas du tout de femmes. Aujourd'hui, à chaque séance, il y a au moins 2 ou 3 femmes qui sont dans la liste, qui ne viennent pas, malheureusement, qui ne viennent pas. D'accord ? Et ça, c'est encore un autre problème qu'on devrait ouvrir, mais qui ne viennent pas. N'empêche, qu'aujourd'hui, je vous dis, quand on regarde dans les soirées, attendez, mais les femmes boivent autant que les hommes, et en plus des produits qui sont fortement alcoolisés. D'accord ? Donc, touchons du bois en nous disant que l'accidentologie de la femme n'augmente pas, d'accord ? Mais il ne faut pas se faire. D'accord ? Oui, voilà, malheureusement. Après, peut-être qu'il y a une meilleure organisation, effectivement, donc entre femmes quand il y a une sortie. Donc, il y en a toujours une, effectivement, qui va être vigilante et accompagner Madame, les autres. Je vous donne des de exemples la prévention, mais ça reste... au niveau des soirées à laquelles on a participé, où on faisait des actions de prévention. Déjà, elles sont beaucoup plus difficiles à faire comprendre. Attendez, madame, vous avez bu, vous êtes à 0,80 g. Il est préférable de ne pas prendre le volant, tout et tout.
Ah non, monsieur, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais regarde-moi, regarde, je suis bien. Elles sont plus difficiles à essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses que les hommes, malheureusement. Il faut faire changer les mentalités impérativement, c'est obligatoire. Je pense qu'aujourd'hui, notre souci au niveau de la prévention, c'est amener les gens à changer leur mentalité. Voilà, on est d'accord là-dessus, au moins tout le monde sera d'accord là-dessus. Si on fait un tour de table, mon commandant, particulièrement. C'est évoluer le rapport à l'alcool, effectivement, et aux addictions dans le cadre de la prise de la route. Il faut oublier le mot trinquer, le mot bonne santé avec un verre d'alcool. Et puis les comportements à risque, parce que là, on n'est pas en bonne santé. On monte du doigt l'alcool, mais j'ai envie de dire, il y a l'alcool, mais il y a le verre comme ça, et il y a aussi le téléphone, les vidéos qu'on fait pendant qu'on est en train de conduire, la conduite en 2 roues motorisées sans casque, s'il vous plaît, ça, on n'en a pas parlé, mais ça c'est un phénomène. On est d'accord. Et ça touche à peu près le cannabis. Oui. Mesdames et messieurs, vous étiez donc avec les experts automoto. On est très très heureux de vous avoir reçus ce soir. Je vous rappelle une fois de plus que nous étions dans une spéciale accidentologie. Donc je remercie le Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Crozatier Meubles et Décorations, merci à Speedy Martinique, merci à Joe Magazine et merci à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci donc à toutes les personnes qui ont été invitées ce soir dans l'émission. Et je voudrais commencer par Nicolas Bossy, chef de l'escadron départemental de sécurité routière de la Martinique. Merci à lui, on peut l'applaudir bien fort. Merci d'avoir été là. Merci à maître Margaret Tanger, avocate, spécialiste de l'accompagnement des victimes. Merci de votre attention. Je suis certain qu'elle va accompagner notre petite Vanny avec toute son intelligence pratique. Et voilà, donc on est content de vous avoir parmi nous. Et puis bien sûr, merci donc à Jean-Philippe Labrie, animateur prévention au sein du comité martiniquais de prévention. Merci à vous de nous avoir invités dans cette émission. Merci, on est très heureux de vous avoir reçus. Merci à Léonore Théodose, merci à Vanny Lemouniec, merci à Andrea Tufano, merci à Christelle Chou, merci à Jimmy Thomer qui nous rejoint dans un petit moment pour la prochaine émission. Merci à Jean-Marc. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Anti, diffusé sur Maxi Martinique. Et dès mardi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Moscato Show. Et dans un petit moment, on va fêter l'anniversaire d'Éléonore. On est super contents. On verra ça dans la semaine prochaine, l'émission de la semaine prochaine. 26 ans déjà. C'est trop beau. Mais moi, je suis contente d'avoir, je le dis, d'avoir 39 ans. C'est parce bien. que j'ai la chance de pouvoir fêter mes 39 ans, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes. Voilà. Puis on a tous un jour la même année, donc voilà. Exactement, tout à fait. C'est super bon. On part sur un verre à moitié plein, comme le disait le commandant tout à l'heure. Donc c'est optimiste, c'est super. Merci à vous en tout cas, merci d'être venus dans notre émission. Et puis la porte est ouverte, bien sûr, si vous avez des informations à nous donner, avec plaisir sur ce sujet ou sur un autre. À très vite et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.